Elle a dit, « Tu n'as pas à me toucher, ne me touche pas », alors j'ai déclaré, « Alors je n'ai aucune raison de te garder ». Toutes les histoires publiées sur notre chaîne proviennent de nos abonnés et sont créées par nous, basées sur des événements réels que nous avons vécus ou dont nous avons été témoins. Nous publions de nouvelles histoires chaque jour pour votre divertissement. Nous espérons qu'elles vous plairont. Merci. Oh, je n'oublierai jamais cette nuit, car elle a tout changé. Nous n'étions pas au milieu d'une grande dispute ou d'une scène de cris. C'était plus calme que ça, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire. Je venais de rentrer à la maison après une longue journée de travail. Les lumières du salon étaient tamisées. La télévision était allumée, mais le son était coupé. Et elle était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, comme toujours. Pendant un instant, cela ressemblait à n'importe quelle autre soirée, prévisible, routinière, vide. Je me suis assis à côté d'elle, pas trop près, mais assez pour qu'elle puisse sentir ma présence. Je me suis légèrement penché, passant ma main le long de son bras, espérant combler le fossé grandissant qui s'était creusé entre nous depuis des mois. À ce moment-là, je ne pensais même pas au sexe ou à l'intimité. Je voulais juste de la chaleur, un signe qu'elle me voyait encore comme son mari. C'est alors qu'elle a tourné la tête, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, avec le ton le plus froid que je lui ai jamais entendu, « Tu n'as pas à me toucher ». Sa voix n'était pas forte. Elle n'était pas amère. C'était pire que ça. Elle était méprisante, finale, comme un juge rendant une sentence. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Je me suis figé, ma main encore à mi-chemin dans l'espace entre nous, comme si j'avais plongé la main dans un feu et réalisé trop tard qu'il allait me brûler. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, mais ses yeux m'ont tout dit. Elle ne plaisantait pas. Elle ne me taquinait pas. Elle le pensait. Je me suis reculé lentement, ma poitrine se serrant d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'étais pas un homme excessivement émotif. J'avais toujours été stable, calme, le genre de mari qui travaille dur, paie les factures, porte le poids des choses sans se plaindre. Mais à cet instant, j'ai senti quelque chose se fissurer profondément en moi. Je voulais lui demander, « Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi dirais-tu ça ?» Mais je ne l'ai pas fait. Je connaissais la réponse. Elle s'éloignait depuis des mois. Au début, c'était subtil. Elle a cessé de me tenir la main en public, a cessé de m'accueillir à la porte. Puis c'est devenu plus clair. Elle dormait tournée de l'autre côté du lit. Elle évitait mon contact. Elle me donnait des excuses chaque fois que j'essayais de me rapprocher. Maintenant, elle l'avait mis en mots. Pas seulement un refus d'intimité, mais une déclaration d'indépendance vis-à-vis de moi, son mari. Il ne s'agissait pas d'une nuit, d'un contact, d'un rejet. Il s'agissait de m'effacer complètement de son monde de proximité. Le silence après ces paroles était assourdissant. La télévision vacillait en arrière-plan, mais tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait à mes oreilles. Elle a retourné ses yeux vers son téléphone comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de me vider avec une seule phrase. Je me suis levé, mais lentement. Je n'étais pas du genre à claquer les portes ou à crier. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je suis resté là, à fixer le comptoir. Mon esprit tournait à toute vitesse, rejouant ces mots, essayant de leur donner un sens. Tu n'as pas à me toucher. Ce n'était pas seulement un rejet. C'était une humiliation. Cela me dépouillait de quelque chose de fondamental, quelque chose qu'un mari ne devrait jamais avoir à remettre en question. Et pourtant, je n'ai pas explosé. Je n'ai même pas argumenté. Au lieu de cela, j'ai senti un calme m'envahir. Un calme dangereux. Car alors qu'elle pensait avoir pris le pouvoir à ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle venait en réalité de me le donner. Je suis retourné dans le salon et je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. Je l'ai regardé faire défiler son téléphone, complètement détaché, comme si ma présence n'avait plus d'importance. Je l'ai étudié, non pas avec les yeux d'un mari désespéré en quête d'affection, mais avec les yeux d'un homme qui venait de se réveiller. Pendant des années, je m'étais investi dans ce mariage, pour subvenir à ses besoins, la protéger, être stable. Je pensais que l'amour, c'était la patience, l'endurance, le fait de porter le fardeau quand l'autre personne faiblissait. Mais maintenant, je voyais que ma patience n'avait fait que me rendre invisible à ses yeux. Elle m'a jeté un bref coup d'œil, a remarqué mon regard fixe, puis a reporté son attention sur son téléphone. Aucune honte, aucune culpabilité, juste de l'indifférence.
Et c'est là que les mots se sont formés dans ma tête. Des mots que je n'ai pas prononcés à voix haute ce soir-là, mais qui allaient tout définir à partir de ce moment. Si je n'ai pas le droit de te toucher, alors je n'ai aucune raison de te garder. Je ne l'ai pas annoncé sur le moment. Je ne le lui ai pas jeté au visage. Je l'ai laissé mijoter en moi, car j'ai compris quelque chose de vital. Ce n'était pas le moment de réagir. C'était le moment de décider. Elle pensait avoir le contrôle. Qu'elle pouvait dicter les termes de notre mariage, me refuser son corps, son affection, son partenariat, tout en profitant du confort, de la sécurité et de la stabilité que je fournissais. Elle pensait pouvoir m'humilier et que je resterais quand même. Mais assis là, je savais que ce serait différent. Le reste de cette nuit s'est déroulé dans un quasi-silence. Elle est finalement montée se coucher sans un mot. Je suis resté longtemps dans le fauteuil, à fixer l'écran de télévision vide, mes pensées vives et froides. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas essayé de réparer les choses. Au lieu de ça, j'ai commencé à penser à la suite. Car une fois qu'elle a prononcé ces mots, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle n'a pas seulement fermé une porte. Elle l'a verrouillée, l'a barricadée et a jeté la clé. Et moi? J'ai réalisé que je n'étais pas le genre d'homme à continuer de frapper à une porte verrouillée. Quand je suis finalement monté, elle dormait déjà, recroquevillée à l'extrémité du lit, comme si l'océan entre nous n'était pas assez large. Je me suis allongé sur mon côté, fixant le plafond, et je me suis dit, ce mariage vient de se terminer ce soir. Elle ne le sait tout simplement pas encore. C'était le point de rupture, le moment où tout a basculé. Elle pensait avoir eu le dernier mot. Mais en réalité, elle venait de me donner la première ligne d'un nouveau chapitre. Et ce chapitre ne l'inclurait pas. Quand les gens entendent parler du point de rupture dans un mariage, ils supposent souvent que c'est arrivé de nulle part. Une dispute, une phrase cruelle, une nuit qui a tout ruiné. Mais la vérité, c'est que ces mots qu'elle m'a dit, « Tu n'as pas à me toucher », ne sont pas sortis de nulle part. Ils étaient la dernière brique posée sur un mur qui s'était lentement construit entre nous pendant des années. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faudrait remonter à notre première rencontre. J'ai rencontré Rachel au milieu de la vingtaine, lors d'un barbecue chez des amis communs. Elle n'était pas la plus bruyante de la foule, mais elle avait cette étincelle dans les yeux qui m'a attiré. Je me souviens qu'elle portait une simple robe d'été blanche et qu'elle riait de presque tout ce que les gens disaient, mais pas de manière fausse, d'une manière qui vous donnait envie de continuer à la faire rire. À l'époque, elle était chaleureuse, facile à aborder, et avait une énergie qui ressemblait à un rayon de soleil par un matin froid. Je débutais ma carrière, luttant encore pour me construire une vie stable. Elle travaillait dans une petite agence de marketing en ville et nous nous sommes rapprochés sur le fait que nous essayions tous les deux de gravir les échelons sans grande aide extérieure. Nos conversations étaient fluides et en quelques semaines, nous sommes devenus inséparables. Ces premiers jours étaient remplis de petites joies. Des virées nocturnes en voiture sans destination. Des dîners à emporter bon marché sur le canapé. Des week-ends passés à explorer des quartiers de la ville que nous ne connaissions ni l'un ni l'autre. L'intimité n'était pas quelque chose sur quoi nous devions travailler. C'était naturel, constant et mutuel. Elle attrapait ma main en regardant la télévision, m'embrassait sur la joue quand je cuisinais, ou me surprenait avec de petits mots dans mon sac de travail. Quand nous nous sommes mariés 3 ans plus tard, je pensais avoir touché le jackpot. Nous nous sommes tenus devant notre famille et nos amis. Et quand elle m'a regardé pendant l'échange des vœux, j'ai vu la même étincelle que lors de ce premier barbecue. Nous étions jeunes, déterminés et amoureux. Je me souviens m'être dit, ça y est. C'est la femme avec qui je vieillirai. Les premières années de mariage n'étaient pas parfaites, aucun mariage ne l'est, mais elles étaient bonnes. Nous travaillions dur, économisions de l'argent, avons acheté une modeste maison et en avons lentement fait notre foyer. Rachel me soutenait quand je faisais de longues heures, et j'essayais de m'assurer qu'elle ne se sente jamais négligée. Il y avait des disputes, bien sûr, mais elles se terminaient par des excuses, des étreintes et la promesse de faire mieux. Mais quelque part en cours de route, quelque chose a changé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et je ne peux pas pointer un moment précis où je l'ai réalisé. C'était progressif, comme un variateur qui baisse lentement la lumière jusqu'à ce que vous réalisiez soudainement que vous êtes assis dans l'obscurité. Au début, c'était de petites choses. Elle a arrêté de me laisser des mots. Puis, elle a cessé de m'attendre quand je travaillais tard. Elle riait encore de mes blagues, mais ses rires étaient plus courts, plus fins,
plus une politesse qu'un amusement sincère. J'ai mis ça sur le compte du stress. Elle avait commencé à gravir les échelons dans son travail et la pression se faisait sentir. Elle se plaignait de son patron, de ses collègues, de sa charge de travail, et j'essayais d'être un soutien. Je pensais que la distance entre nous était temporaire, qu'une fois les choses calmées, nous retrouverions notre complicité. Mais les mois se sont transformés en années, et le fossé s'est creusé. L'intimité physique a commencé à s'estomper aussi. Au début, c'était juste moins de baisers, des gestes d'affection moins fréquents. Puis ce sont devenus des excuses. Je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Pas ce soir. Les nuits au lit sont passées d'un lieu de connexion à deux personnes allongées en silence, côte à côte, à des kilomètres l'une de l'autre. J'ai essayé d'aborder le sujet doucement au début. Je demandais si tout allait bien, si elle était malheureuse, si je faisais quelque chose de mal. Elle balayait mes questions, insistant sur le fait que tout allait bien, que je me faisais des idées. Alors j'ai pris du recul, ne voulant pas la harceler ou lui mettre la pression. Mais son indifférence a commencé à s'infiltrer dans tous les aspects de notre mariage. Les repas ensemble sont devenus silencieux, presque transactionnels. Les conversations étaient courtes, superficielles. Elle passait plus de temps sur son téléphone qu'à me regarder. Le tournant pour moi n'a pas été une dispute, mais plutôt une prise de conscience. Un soir, en rentrant tard, je suis entré dans la maison, épuisé, et je l'ai trouvée en train de rire, non pas avec moi, mais devant son téléphone. Elle envoyait des SMS à quelqu'un, souriant d'une manière que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des années. Quand elle m'a remarqué, son sourire a disparu instantanément, comme si on avait actionné un interrupteur. Elle a posé son téléphone et m'a lancé un « salut » plat, comme si ma présence avait gâché son humeur. Je ne l'ai accusée de rien. C'était peut-être innocent, peut-être pas. Mais le fait que sa joie semblait réservée à un écran plutôt qu'à moi m'en disait plus que n'importe quel mot. J'ai continué à travailler, à subvenir à nos besoins, à être stable. C'est ce que j'étais. Mais je me sentais aussi changé. L'homme qui essayait autrefois de réparer les choses, de courir après ses rires, de regagner son affection, s'endurcissait lentement. Chaque rejet, chaque regard froid, chaque excuse a bâti un mur à l'intérieur de moi. Au moment où elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu n'as pas à me toucher », ce n'était pas la première fois qu'elle me repoussait. C'était juste la première fois qu'elle le disait aussi crûment. Et si je suis honnête, une partie de moi n'était pas surprise. Attristé, oui. Blessé, certainement. Mais surpris, non. C'était la conclusion logique d'un schéma qui s'était construit pendant des années. Quand les gens demandent pourquoi les mariages échouent, ils veulent une histoire dramatique, une liaison, une trahison, une dispute explosive. Mais parfois, c'est plus silencieux que ça. Parfois, c'est l'érosion lente de l'affection, le silence qui devient plus fort que les mots, l'étincelle qui meurt sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'à ce que l'un des deux déclare finalement sa mort. Avec le recul, je pense que Rachel croyait qu'elle pouvait continuer à me repousser sans conséquence. Elle pensait que ma patience était sans fin, que peu importe à quel point elle devenait froide, je serais toujours là, stable et fiable. Elle a confondu l'endurance avec de la faiblesse. Mais la vérité, c'est que même l'homme le plus stable a un point de rupture. Et pour moi, sa déclaration n'a été que le dernier clou dans le cercueil d'un mariage déjà enterré par la négligence, l'indifférence et le silence. Après cette nuit-là, je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié, et je n'ai pas exigé d'explication. Cela lui aurait donné trop de pouvoir. Au lieu de cela, je suis devenu silencieux. Pas le silence boudeur et passif-agressif d'un homme espérant culpabiliser sa femme pour obtenir de l'affection, mais le silence d'un homme qui avait enfin compris sa réalité. Pendant des années, j'avais lutté à contre-courant, essayant de ramener notre mariage à la chaleur qu'il avait autrefois. Mais au moment où elle a dit « Tu n'as pas à me toucher », quelque chose en moi a basculé. J'ai réalisé que je me battais pour quelque chose qui n'existait plus. Elle avait tracé la ligne, et maintenant, c'était à mon tour de le faire. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Normalement, j'aurais traîné au lit, espérant peut-être qu'elle se tournerait vers moi, qu'elle m'offrirait un regard ou un contact. Mais cette fois, je me suis habillé en silence et je suis parti sans attendre qu'elle se réveille. Je n'ai fait du café que pour moi, j'ai attrapé mes clés et j'ai franchi la porte. Au travail, j'ai remarqué un calme étrange. Mes collègues bavardaient, les échéances pressaient, les téléphones sonnaient,
mais rien de tout cela ne m'a ébranlé. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas alourdi par la chaîne invisible de l'effort pour maintenir notre mariage à flot. Je ne répétais pas des stratégies pour la reconquérir ou ne me stressais pas sur la façon de réparer ce qui était cassé. Au lieu de cela, j'ai pensé à moi-même, à ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, ce que j'étais prêt à tolérer. Ce soir-là, en rentrant à la maison, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Normalement, j'aurais essayé de combler le silence, de lui demander comment s'était passée sa journée, de proposer à dîner. Cette fois, je suis simplement passé devant elle, j'ai accroché ma veste et j'ai préparé mon propre repas. Elle n'a rien demandé. Je n'ai rien proposé. C'était comme si deux étrangers partageaient la même maison. Mais voilà le truc, elle l'a remarqué. Les femmes remarquent toujours. Quand un homme qui vous courait après cesse soudainement de le faire, l'atmosphère change. Elle n'a rien dit au début, mais je sentais ses yeux se lever vers moi pendant que je mangeais seul, faisant défiler son téléphone plus lentement que d'habitude, comme si elle attendait que je lui demande pourquoi elle était si silencieuse. Je ne l'ai pas fait. Ce fut le début de ma décision silencieuse de ne pas argumenter, de ne pas supplier, et même de ne pas m'expliquer. J'ai simplement opéré un retrait émotionnel, financier et physique. Pendant des années, c'est elle qui avait retenu l'intimité, l'affection et l'attention. Elle pensait contrôler les termes de notre relation. Maintenant, c'était mon tour. Les semaines suivantes sont devenues un test de retenue. Chaque fois que je sentais l'envie de la confronter, de demander pourquoi, d'exiger une réponse, je me mordais la langue. Au lieu de ça, j'ai redirigé mon énergie. Je suis resté plus tard au travail, j'ai fréquenté la salle de sport plus souvent, j'ai renoué avec de vieux amis pour prendre un verre. J'ai commencé à investir des efforts en moi-même, non pas pour elle, mais pour moi. J'ai acheté de nouveaux vêtements, j'ai investi dans des choses que j'avais remises à plus tard, je me suis accordé la liberté que je m'étais longtemps refusée parce que j'étais trop occupé à essayer de lui plaire. À la maison, je gardais les choses simples. Les factures étaient payées, la maison restait propre, mais la chaleur avait disparu. Si elle voulait dîner, elle se le préparait elle-même. Si elle voulait discuter, elle devait commencer la conversation. Et si elle essayait de m'attirer dans de vieilles disputes sur mes heures de travail ou mon silence, je ne mordais pas à l'hameçon. Je haussais les épaules, parlais peu et passais à autre chose. Il n'a pas fallu longtemps pour que des fissures apparaissent dans son arrogance. La même femme qui m'avait un jour regardé dans les yeux pour déclarer que je n'avais pas le droit de la toucher a commencé à s'agiter face à ma distance. Elle a commencé à faire de petites tentatives, s'asseyant plus près sur le canapé, me demandant si je voulais aller manger dehors, me frôlant même dans la cuisine comme si c'était accidentel. Mais je n'ai pas récompensé ses efforts. Je ne me suis pas précipité pour combler le fossé. Je l'ai laissé ressentir le silence qu'elle avait construit. Un soir, elle a demandé « Pourquoi es-tu si froid ces derniers temps ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Je me contente de m'aligner sur ton énergie. » Elle n'a pas répondu, mais j'ai pu voir la pique dans ses yeux. C'est devenu mon mantra, m'aligner sur son énergie. Elle retenait son affection, je retenais mon temps. Elle m'ignorait, je l'ignorais. Elle a clairement fait savoir que je n'avais pas à la toucher. Très bien. Alors, elle n'était plus à moi pour que j'en prenne soin. Et lentement, elle a commencé à réaliser ce que cela signifiait. Le petit luxe auquel elle s'était habituée, ma disponibilité constante, ma volonté de prendre le relais, ma patience face à son retrait a commencé à disparaître. Elle a remarqué que les comptes n'étaient plus aussi accessibles qu'avant. Elle a remarqué que je ne me portais plus volontaire pour payer ses sorties entre amis. Elle a remarqué que quand elle rentrait tard, je n'envoyais pas de SMS pour lui demander où elle était. Son contrôle, l'avantage qu'elle pensait avoir sur moi, s'est évaporé. Et voici la partie qui l'a vraiment blessée. Je n'étais pas en colère. Je ne parcourais pas la maison en tempêtant, en claquant les portes ou en menaçant de divorcer. J'étais calme, détaché, presque indifférent. Parce que quand un homme cesse d'aimer avec désespoir et commence à vivre avec clarté, ce calme terrifie celui qui pensait avoir le dessus. Mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était une préparation. La préparation à une vie sans elle. La préparation à partir sans regarder en arrière. Plus je m'éloignais, plus elle devenait instable. Elle essayait de déclencher des disputes, et je n'entrais pas dans son jeu. Elle essayait d'agir de manière séductrice après des semaines de rejet, et je disais simplement, pas d'humeur. Elle lançait de petites piques,
tu ne t'en soucies plus, n'est-ce pas? Et je haussai les épaules, peut-être pas, ce calme la rongeait bien plus que n'importe quelle scène de cri n'aurait pu le faire. Parce que cela lui montrait la vérité. Je n'avais plus besoin de son approbation, de son affection, ni même de sa présence. Et une fois qu'un homme atteint ce point, l'issue est déjà décidée. Je savais que je n'allais pas supplier. Je savais que je n'allais pas rester dans un mariage où j'étais traité comme un fardeau indésirable. Et je savais que lorsque le moment viendrait de le déclarer enfin à voix haute, cela la blesserait plus profondément que tout ce qu'elle avait pu me dire. Si je n'ai pas le droit de te toucher, alors je n'ai aucune raison de te garder. C'était la phrase qui se formait dans ma tête chaque jour, attendant le bon moment. Et alors qu'elle n'en avait aucune idée, alors qu'elle pensait encore avoir le temps de jouer à ces jeux, j'étais déjà parti. Mon corps était dans cette maison, mais mon cœur, mon esprit, ma loyauté, eux, avaient déjà quitté les lieux. La décision était silencieuse, mais elle était absolue. Et bientôt, elle en sentirait tout le poids. La nuit où j'ai finalement prononcé les mots à voix haute n'est pas venue sans avertissement. Ce n'était pas planifié, répété ou forcé. C'est arrivé comme la plupart des moments charnières de la vie, naturellement, lorsque la pression accumulée était trop forte pour rester contenue. Nous étions assis à table, des assiettes de nourriture entre nous, dans le même silence qui était devenu notre routine nocturne. Elle picorait son repas, faisant défiler son téléphone de l'autre main, m'accordant à peine un regard. J'avais depuis longtemps cessé d'essayer de combler le vide avec des banalités. Mon silence était devenu une arme plus tranchante que n'importe quel argument. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui a fait pencher la balance. Elle a posé son téléphone, m'a regardé avec un mélange d'irritation et d'arrogance, et a dit, « Tu as changé. Tu n'essaies même plus. Avant, tu t'en souciais. » J'ai étudié son visage, la façon dont elle l'a dit, non pas avec tristesse, mais avec accusation, comme si je lui devais un effort sans fin alors qu'elle n'en fournissait aucun en retour. Et c'est là que la phrase calme et stable est sortie de ma bouche. Si je n'ai pas le droit de te toucher, alors je n'ai aucune raison de te garder. Les mots sont tombés lourdement. Pour la première fois depuis des mois, elle s'est figée. Sa fourchette a cliqueté contre l'assiette alors que sa main s'arrêtait en plein mouvement. Elle a cligné des yeux, sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle s'attendait à des excuses, peut-être à une attitude défensive, peut-être même à des supplications. Elle ne s'attendait pas à une finalité froide. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé la table. Ma voix était égale, stable, presque trop calme. Ce calme l'a effrayée plus que n'importe quelle explosion n'aurait pu le faire. Ses yeux ont balayé mon visage, cherchant un soupçon d'hésitation. Il n'y en avait aucun, parce que la vérité, c'est que je pensais chaque mot. Après un long silence, elle a finalement réussi à articuler, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je me suis adossé à ma chaise, j'ai soutenu son regard et j'ai répété, plus lentement, plus fermement, « Ça veut dire que si je n'ai pas le droit de te toucher, tu n'es pas à moi pour que je te garde. » Puis je me suis levé, j'ai porté mon assiette à l'évier et j'ai commencé à la laver comme si c'était une soirée ordinaire. C'est à ce moment-là que les rôles se sont inversés, quand elle a réalisé que l'équilibre du pouvoir avait complètement basculé. À partir de ce jour, j'ai cessé d'être son filet de sécurité. La première étape a été financière. J'ai gelé le compte joint auquel elle avait un accès facile. Les factures étaient couvertes, l'essentiel était géré, mais les dépenses supplémentaires qu'elle tenait pour acquises les dîners entre amis, les virées shopping impulsives ont pris fin brutalement. Quand elle a demandé pourquoi sa carte ne fonctionnait pas, je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit, débrouille-toi. La deuxième étape a été le retrait émotionnel. Là où elle pensait autrefois que je serais toujours disponible pour ses humeurs, je suis devenu intouchable. Elle a essayé le sarcasme, les petites insultes, même des bouderies théâtrales. Rien de tout cela n'a provoqué de réaction de ma part. Elle était invisible pour moi, de la même manière qu'elle m'avait rendu invisible pendant des années. Et la troisième étape a été de reprendre le contrôle de ma propre vie. J'ai recommencé à sortir tard, non pas sans but, mais avec un objectif. J'ai renoué avec des amis qu'elle m'avait poussé à éloigner. J'ai rejoint un groupe de networking après le travail, j'ai commencé à explorer des opportunités que j'avais autrefois mises en attente. L'homme qu'elle avait tenté de réduire à un mari silencieux et désespéré était maintenant un homme en train de se reconstruire, et sans elle. Elle l'a vite remarqué. Au début, elle a fait semblant d'être confuse. « Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi me rejettes-tu ?
Je le lui ai rappelé avec le même ton stable, je suis simplement tes règles. Tu as dit que je n'avais pas à te toucher. Cela signifie que tu ne m'appartiens pas du tout. Ces mots la touchaient à chaque fois que je les prononçais. Je pouvais le voir sur son visage. Pendant des années, elle avait contrôlé l'intimité comme un robinet, l'ouvrant et le fermant pour tester jusqu'où je la poursuivrais. Mais maintenant, j'avais fermé mon propre robinet aussi, celui de l'affection, de la sécurité, de la tolérance. Et contrairement à moi, elle n'était pas bâtie pour le supporter. Ses tentatives pour reprendre le contrôle sont devenues évidentes. Elle s'est remise à cuisiner, laissant de petites attentions comme pour prouver qu'elle tenait encore à moi. Un soir, elle a même essayé de se glisser à côté de moi sur le canapé, posant sa main sur mon bras comme avant. J'ai regardé sa main, puis je l'ai regardée elle, et j'ai dit calmement, ne fais pas semblant maintenant. Tu as été très clair. Elle a retiré sa main, le visage rouge, les lèvres pincées. Pour une fois, elle n'avait pas de répartie. Plus elle essayait, plus son désespoir était exposé. Elle était passée d'une femme déclarant que je n'avais pas à la toucher à une femme essayant de regagner mon attention par tous les moyens. Mais il était trop tard. Les rôles s'étaient inversés, et je n'étais plus intéressé à jouer son jeu. Nos amis et notre famille ont commencé à le remarquer aussi. Lors des réunions, je me comportais différemment, plus confiant, moins dépendant de sa présence. Quand les gens nous demandaient comment nous allions, je ne la couvrais plus. Je haussais les épaules et disais, on essaie de régler les choses. Cette phrase, vague et détachée, la mettait mal à l'aise à mes côtés. Le changement n'a pas été bruyant ou explosif. Il a été subtil, constant, indéniable. Elle s'était déclarée intouchable, et je l'avais déclarée jetable. Et dans ce renversement, elle a finalement vu le coup de son arrogance. La femme qui croyait autrefois pouvoir refuser l'affection tout en profitant de tous les avantages d'être ma femme devait maintenant faire face à la réalité de vivre avec un homme qui ne lui donnait plus rien. Ni argent, ni énergie, ni amour. Et pendant qu'elle se débattait, je m'épanouissais. Ma confiance grandissait. Ma vie s'élargissait. Ma vision s'aiguisait. Elle avait essayé de me réduire à un coin de la pièce. Mais dans le silence de ma décision et la fermeté de mes actions, j'avais repris ma place au centre de la scène. À partir de ce moment, ce n'était plus elle qui dictait les termes. C'était moi, et elle détestait ça. Au début, elle ne m'a pas pris au sérieux. Elle pensait que mon calme n'était qu'une autre phase, une bouderie temporaire qui passerait une fois qu'elle m'aurait jeté une miette d'attention. Pendant des années, ça avait été notre schéma. Elle se retirait, je la poursuivais, elle me donnait juste assez pour que je continue d'essayer. Mais cette fois, mon silence n'était pas temporaire. Il était permanent. Et lentement, cette prise de conscience a commencé à la briser. Les premières fissures sont apparues dans sa confusion. Elle a essayé de balayer ça d'un revers de main avec arrogance, levant les yeux au ciel quand j'ignorais ses tentatives de conversation. Mais l'arrogance s'est vite estompée quand elle a vu que je ne mordais pas à l'hameçon. Je n'étais pas en colère. Je ne suppliais pas. Je ne négociais pas. J'étais simplement parti. Un soir, elle est rentrée plus tard que d'habitude, le maquillage coulé, le ton sec. Elle m'a demandé si ça m'importait où elle avait été. J'ai levé les yeux du livre que je lisais, j'ai haussé les épaules et j'ai dit, pas vraiment. Cette réponse l'a déstabilisée plus que n'importe quel interrogatoire n'aurait pu le faire, car cela signifiait qu'elle n'occupait plus de place dans mon esprit. La réalité financière l'a frappée ensuite. Avec le compte joint bloqué et mon attention redirigée, elle s'est retrouvée coupée du style de vie auquel elle s'était habituée. Les virées shopping occasionnelles, les dîners coûteux avec ses amis, les visites au salon de coiffure, tout cela a pris fin. Un après-midi, elle a passé sa carte pour se la voir refuser. Et quand elle est rentrée en trombe en exigeant des réponses, j'ai simplement dit, ce compte est fermé. Occupe-toi de tes propres dépenses. Son visage est devenu blême. Pendant des années, elle avait trouvé du réconfort en sachant que je couvrirais toujours ses caprices. Maintenant, elle était forcée de puiser dans son propre salaire et la réalité la frappait de plein fouet. Elle n'était pas aussi indépendante qu'elle l'avait imaginé. Mais l'effondrement émotionnel a été le plus dur pour elle. Elle avait bâti son pouvoir sur le fait d'être celle qui refusait l'affection, celle qui fixait les termes de l'intimité. Quand j'ai cessé de tendre la main vers elle, quand j'ai cessé de m'en soucier, ce pouvoir s'est effondré. Elle a réalisé qu'elle n'avait plus rien à refuser, car je ne voulais plus ce qu'elle m'avait refusé.
Les nuits sont devenues insupportables pour elle. Je pouvais le sentir. Elle se retournait, agitée, se tournant et se retournant pendant que je dormais paisiblement de mon côté. Parfois, je l'entendais soupirer, frustrée, espérant que je me tournerais vers elle. Je ne l'ai jamais fait. Les rôles s'étaient inversés. C'était elle qui restait éveillée, aspirant à mon attention, et c'est moi qui étais indifférent. Il n'a pas fallu longtemps pour que ses amis le remarquent. Elle a essayé de se plaindre à elle, me dépeignant comme froid, distant, insensible, mais même elles ont commencé à remettre en question sa version des faits. L'une d'elles, une femme que j'avais toujours soupçonnée de voir clair dans son jeu, m'a pris à part lors d'une réunion et m'a dit à voix basse, elle ne pensait pas que tu te défendrais un jour. Je suis contente que tu l'aies fait. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri. Mais je savais que le mot se répandait. L'image qu'elle avait essayé de projeter, celle où elle avait le contrôle et où j'étais désespéré, se fissurait. Les gens voyaient le changement, et cela l'embarrassait plus que tout. Ses tentatives pour revenir dans mes bonnes grâces sont devenues désespérées. Elle préparait des dîners, laissait de petits mots sur le comptoir, a même acheté une nouvelle robe un soir et a essayé de me surprendre avec. Mais je n'étais pas dupe. Je savais que ce n'était pas l'amour qui la motivait. C'était la peur. La peur de perdre la sécurité qu'elle tenait pour acquise. La peur d'affronter une vie où elle n'était pas le centre du monde de quelqu'un d'autre. Un soir, elle a craqué. Je suis rentré tard après un dîner d'affaires, j'ai desserré ma cravate et je l'ai trouvée qui m'attendait dans le salon. Elle était assise sur le canapé, sans téléphone à la main pour une fois, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Quand je suis passé devant elle en direction de la cuisine, elle a murmuré, « S'il te plaît, parle-moi ». Je me suis arrêté, je me suis retourné et je l'ai regardée. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, aucune froideur, aucun défi, juste du désespoir. Mais ce qui était étrange, c'est que je n'ai rien ressenti. Pas de pitié, pas de désir de la réconforter. L'homme qui aurait autrefois tout donné pour ce moment, pour l'avoir enfin mendié une connexion, avait disparu. Tu as été très clair, ai-je dit doucement. Tu n'es pas à moi pour que je te touche. Cela signifie que tu n'es pas à moi pour que je te garde. Ses lèvres ont tremblé. Elle a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Je l'ai laissée là, assise dans son silence, goûtant au même vide dont elle m'avait nourri pendant des années. À partir de là, son effondrement s'est accéléré. Elle a commencé à être cassante avec ses collègues. J'ai appris plus tard que ses performances au travail avaient chuté. Ses amis ont cessé de l'inviter aussi souvent, et la femme dynamique qu'elle prétendait être autrefois a disparu. Sans le filet de sécurité de mon soutien constant, elle était à nu. À la maison, elle se déplaçait dans les pièces comme un fantôme. Non plus la reine de la maison, mais une locataire qui prolongeait son séjour. Elle rôdait autour de moi, espérant des bribes de conversation, mais tout ce qu'elle trouvait était la même distance calme que j'avais maîtrisée. Puis est venue l'humiliation qui a scellé sa chute. Nous étions à un dîner de famille, une rare occasion où nous nous rendions encore ensemble. Au milieu de la soirée, l'un de mes proches a plaisanté sur le fait que Rachel était devenue bien silencieuse ces derniers temps. Au lieu d'en rire, elle a lancé sèchement, « Eh bien, peut-être que si j'avais un mari qui s'en souciait, je ne serais pas si silencieuse. » La table est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai posé ma fourchette, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit calmement, sans soucier. Rachel a clairement fait savoir que je n'avais pas à la toucher. Alors j'ai décidé qu'elle n'était pas à moi pour que je la garde. C'est tout ce qu'il y a à dire. Des halètements ont rempli la pièce. Son visage est devenu cramoisi, des larmes ont instantanément rempli ses yeux. Elle a marmonné quelque chose sur le besoin de prendre l'air et a fui la table. C'est à ce moment-là que son masque s'est brisé. Devant les gens qu'elle avait toujours voulu impressionner, elle a été exposée. La femme qui se vantait autrefois d'avoir le contrôle sur son mari était maintenant celle qui était abandonnée, rejetée, laissée à s'accrocher à des excuses. Et à partir de cette nuit-là, il n'y a eu aucun retour en arrière. Son monde s'était effondré. L'affection qu'elle retenait n'avait plus d'importance. Le pouvoir qu'elle pensait avoir sur moi avait disparu. Et la sécurité dont elle jouissait autrefois sous mon toit lui glissait entre les doigts à chaque jour silencieux qui passait. Elle avait déclaré que je n'avais pas à la toucher. J'avais déclaré qu'elle n'était pas à moi pour que je la garde. Et maintenant, elle vivait enfin avec tout le poids de ce que cela signifiait. Au moment où la poussière est retombée,
je n'étais plus le même homme qui avait autrefois mendié des miettes d'affection au bord de notre lit. La nuit où elle m'a dit « Tu n'as pas à me toucher », avait tué cette version de moi. Ce qui a émergé à sa place était plus froid, plus vif et plus certain de sa propre valeur. La séparation s'est faite discrètement. Je n'ai pas organisé de scène dramatique. Je n'ai pas jeté ses vêtements sur la pelouse. Je n'ai pas crié à la trahison. J'ai simplement agi avec une précision calme. Un matin, j'ai fait une valise, j'ai pris l'essentiel et je suis sorti. Pas de longues explications, pas d'avertissement. J'ai laissé un court mot sur le comptoir qui disait « Tu as dit que je n'avais pas à te toucher. Cela signifie que je n'ai aucune raison de te garder. Prends soin de toi. » C'est tout. J'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. Rien d'extravagant, mais c'était le mien. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix d'entrer dans un espace où le silence ne pesait pas comme un fardeau. Pas de tension, pas de regard froid, pas de mur invisible dans le lit. Juste moi, ma liberté et une chance de me reconstruire. Et je me suis reconstruit. Je me suis plongé dans mon travail, non pas pour me distraire, mais pour me concentrer. Des opportunités que j'avais mises de côté à cause de notre mariage étaient soudainement à ma portée. J'ai accepté des projets, voyagé pour des conférences, et en un an, ma carrière était au meilleur de sa forme. J'ai renoué avec de vieux amis, le genre que Rachel m'avait subtilement poussé à éloigner. Ils m'ont accueilli à bras ouverts sans hésitation. Je les ai rejoints pour des barbecues, des discussions tardives, des parties de pêche, et j'ai réalisé à quel point j'avais manqué la vie en étant enchaîné à un mariage sans amour. Et physiquement, je me suis transformé aussi. L'homme qui se traînait autrefois à la maison, épuisé de porter un poids émotionnel, fréquentait maintenant la salle de sport avec détermination. J'ai développé ma force non seulement dans mon corps, mais aussi dans ma confiance en moi. Je me tenais différemment, non pas en quête désespérée de validation, mais sûr de moi, à l'aise dans ma peau. Il n'a pas fallu longtemps pour que les femmes le remarquent. Au travail, à la salle de sport, même lors de sorties décontractées, j'attirais des regards que je n'avais pas sentis depuis des années. Je ne cherchais pas, mais j'étais ouvert. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Une femme qui ne me faisait pas mendier de l'affection, qui ne traitait pas l'intimité comme une monnaie d'échange. Elle était gentille, chaleureuse et, surtout, constante. Avec elle, l'affection ne se gagnait pas par le désespoir. Elle était donnée librement, naturellement réciproque. Pendant ce temps, le monde de Rachel s'effondrait. Les amis auprès desquels elle se vantait autrefois de son indépendance se sont éloignés. Sans les dîners et les sorties financées par mon portefeuille, elles ont perdu tout intérêt. Le travail sur lequel elle s'appuyait pour son amour-propre est devenu instable. Son attitude au travail s'était détériorée et elle a finalement été écartée pour une promotion. La femme qui souriait narquoisement en déclarant qu'elle n'était pas à moi pour que je la touche était maintenant assise seule dans la maison même que j'avais autrefois remplie de stabilité. Ça a commencé par de petits appels au début. Des SMS tard le soir, de courts messages vocaux, on peut parler ? Tu me manques. Je pense que j'ai fait une erreur. Je les ai ignorés. Puis les messages sont devenus plus longs, désespérés. Elle a admis qu'elle avait eu tort, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit, qu'elle était simplement confuse. Elle a pleuré au téléphone, la voix brisée, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que j'étais vraiment parti. Mais à ce moment-là, mon cœur était intouchable. Elle a supplié qu'on se voie. J'ai accepté une fois, non pas par espoir, mais par finalité. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans un café tranquille. Elle avait l'air plus mince, plus usée, son arrogance dépouillée. Je ne le pensais pas, a-t-elle murmuré. Quand j'ai dit ces choses, j'étais en colère. Je n'ai pas réalisé à quel point j'allais perdre. J'ai siroté mon café, la regardant se tortiller, et j'ai dit calmement, mais moi, j'ai réalisé à quel point j'allais gagner. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a tendu la main sur la table, mais j'ai retiré la mienne. Tu voulais la liberté, ai-je continué. Tu voulais être intouchable. Eh bien, tu l'as eu. Tu es libre, mais pas libre avec moi. Elle s'est effondrée là, sanglotant, murmurant des excuses. Les clients du café détournaient poliment le regard, faisant semblant de ne pas remarquer, mais je n'ai pas bronché. J'avais versé assez de larmes en silence pendant notre mariage. Maintenant, il ne m'en restait plus à donner. Je me suis levé,
J'ai posé un billet de 20 sur la table et j'ai prononcé les derniers mots que je lui dirai jamais, tu avais raison. Tu n'es pas à moi pour que je te touche, et tu ne seras jamais à moi pour que je te garde. Puis je suis sorti, la laissant derrière moi, tout comme elle m'avait autrefois laissé derrière elle de toutes les manières qui comptaient. La vie après ça n'a fait que s'éclaircir. Ma carrière a prospéré. Ma santé s'est améliorée. Mon cercle social s'est élargi. La nouvelle femme dans ma vie n'a pas remplacé Rachel. Elle m'a simplement montré ce que l'amour était censé être. Facile, chaleureux, mutuel. Quant à Rachel, des nouvelles ont circulé. Elle a finalement vendu la maison. Incapable de payer les factures, elle a emménagé dans un petit appartement, loin de la vie qu'elle affichait autrefois. Les gens qui l'enviaient autrefois la plaignaient. Elle est devenue une histoire édifiante, murmurée lors des réunions de famille. L'épouse qui se croyait intouchable jusqu'à ce que son mari prouve qu'il était incassable. Et moi, je n'ai jamais regardé en arrière. Parce qu'une fois qu'on vous a dépouillé de votre dignité, une fois que quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit que vous n'avez pas le droit de le toucher, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a que la possibilité d'aller de l'avant. Plus fort, plus froid, plus sage. Les regrets de Rachel sont arrivés trop tard. Son effondrement était de sa propre faute. Et mon nouveau départ était la meilleure vengeance que j'aurais pu espérer.